Remonter dans le temps, revivre ses souvenirs passés, un rêve pour beaucoup qui va pouvoir se réaliser pour Lucien Agravel, le héros d'Agravel ou l'envers du temps. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Maxime Herbeau, son auteur, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors déjà, première question, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Alors c'est une idée qui m'est venue quand j'étais très jeune, j'étais adolescent, j'avais peut-être 15 ans et j'ai vu mon grand-père en fin de vie dans un ancien hôpital en fait qui était reconverti en l'équivalent d'un EHPAD, sauf que ça s'appelait pas encore comme ça. C'était un ancien château dans le nord de la France qui avait été reconverti en hôpital. Et puis j'étais assez frappé de le voir finir sa vie là, malade. Voilà, et je me suis un peu projeté dans sa tête, je me suis demandé qu'est-ce qu'il devait ressentir là, est-ce qu'il avait des regrets, est-ce qu'il aurait envie de repartir en arrière? Et c'est de là que m'est venue l'idée. Bon, c'est un conte de fées pour adultes, dans lequel un vieux monsieur qui finit sa vie très malheureux dans un vieux château va se voir offrir 3 tickets magiques pour remonter le temps et repartir dans sa jeunesse pour recommencer différentes choses de sa vie. Et je crois que j'avais envie d'offrir à mon grand-père un ticket magique à l'époque, mais j'ai pas pu. Donc, d'une certaine façon, je lui ai offert ce ticket en écrivant cette histoire quelques années plus tard. Au début, je voulais en faire une bande dessinée, mais il a fallu se rendre à l'évidence que je ne savais pas dessiner. Donc, au bout d'un certain nombre d'années, j'en ai fait un texte qui est devenu un roman. Ce qui m'amène du coup à ma deuxième question, même si ça rejoint un peu ce que vous dites. Lucien Agravel, votre héros, il s'exprime à la première personne. Ça a une portée un peu autobiographique pour le coup. Alors je pense qu'il y a des éléments autobiographiques, il y a des choses que j'ai dû vivre à certains moments, que j'ai recyclées dans cette histoire. Après, au cours du roman, on saute de la première personne à la troisième personne, selon les différentes époques de sa vie où il se trouve. Quand il est plus jeune, c'est raconté à la troisième personne, et c'est raconté à la première personne quand on le voit lorsqu'il est plus âgé. Il a 80 ans au début de l'histoire, et après il va changer d'âge selon ses voyages. Donc oui, il y a des éléments autobiographiques, mais après, il y a beaucoup de choses qui sont imaginaires aussi. Ce n'est pas l'histoire de mon grand-père. L'histoire de Lucien Agravel n'a rien à voir avec l'histoire de mon grand-père réel, que j'écrirai peut-être un jour, qui sait. C'est vraiment une histoire, un conte matiné d'aventure et de fantastique, à la sauce un peu 19e siècle, Jules Verne, Alexandre Dumas, c'est vraiment ça l'idée. Et du coup, alors par conséquent, quelles sont vos inspirations pour écrire ce livre, pour écrire ce livre? Alors ça, c'est la question à 100 000 euros, parce qu'il y a toujours beaucoup quand on écrit un livre. Je crois qu'il y a beaucoup de contes de fées et de livres que j'ai lus étant jeune auxquels je voulais rendre hommage. Bon, les Jules Verne, les Alexandre Dumas, et puis les contes à base de fées, de magie, les contes où on a 3 souhaits et qu'on peut exaucer, mais ces souhaits vont quelquefois se retourner contre nous. Il y a aussi, je pense, une grande part d'influence de Dickens et de L'étrange Noël de Monsieur Scrooge, ce vieux monsieur bougon qui va se faire visiter par 3 fantômes. C'est le chiffre magique des contes de fées, le 3, et qui va du coup être amené à changer sa façon de voir les choses et sa vie. Les 3 tickets du train, je pense que ça vient de là. Et puis le train magique, comme je voulais écrire quelque chose qui faisait un peu 19e siècle dans le goût, c'était le grand moyen de transport du 19e siècle, c'était le futur à l'époque, le train, et je pensais que pour voyager dans le temps, ce train aurait peut-être une poétique que n'aurait pas forcément d'autres moyens de transport, comme on va dire une DeLorean par exemple. Justement, quand on voit votre couverture avec ce train dessus, on pourrait presque penser à une œuvre un peu steampunk. Comment vous qualifieriez votre œuvre, le genre? Alors la couverture, on a beaucoup de chance. Chez Inceptio, on a des graphistes absolument fabuleux qui nous font des couvertures dignes d'affiches de films. On a toujours de très très belles couvertures. Cette couverture, c'est exactement ce que j'avais en tête quand j'écrivais le livre, alors que quand j'écrivais le livre, je pensais qu'il ne serait jamais publié. J'ai écrit 20 ans sans être publié en fait, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, cette couverture-là, pour moi, elle évoque le côté un peu vieillot de l'intrigue. C'est pas vraiment un roman steampunk. Le train est peut-être le seul élément steampunk qu'on trouve dedans. Il n'y a pas de machine qui marche à la vapeur, il n'y a pas de science-fiction rétro. Mais par contre, il y a un côté dans le décor, dans la façon d'écrire, qui est un peu old school, qui est à l'ancienne et qui évoque cette littérature aventure fantastique du 19e siècle. Donc je voulais que la couverture et ce vieux train à vapeur, ici, ou à charbon, représentent bien cette idée-là, je pense. Une question classique, à 100 000 euros, comme vous avez dit tout à l'heure. Y a-t-il un personnage dont vous êtes proche, qui vous ressemble beaucoup?
Ça aussi, c'est difficile à dire parce qu'on ressemble un peu à tous les personnages, je pense dans les livres qu'on écrit, ou alors on fait exprès de les rendre différents de nous, mais pour mieux nier le fait qu'ils nous ressemblent profondément. Je pense quand je l'ai écrit, évidemment, je me sentais proche de Lucien Agravel. Après, on m'a posé plusieurs fois la question récemment, au cours de signatures, de dédicaces, «Alors, si vous écriviez une suite, qu'est-ce que vous feriez?» Et je me suis rendu compte que si je devais continuer cette histoire ou en faire une suite d'une certaine façon, je ferais un spin-off sur un autre personnage qui est le comte Octave, hein, le comte d'Urgis, dont l'histoire en fait me parle beaucoup plus, peut-être parce que je suis plus âgé. J'ai écrit ce roman quand j'avais 27 ans, maintenant j'en ai 40. Donc peut-être que je ferais un roman plutôt sur lui si je devais reprendre ce matériau-là parce que je me sens plus proche de lui maintenant. Du coup, alors, y a-t-il une suite un jour peut-être ou non? Pour le moment, c'est pas vraiment officiel. J'ai l'idée qui me trotte en tête, mais je sais pas trop, comment je pourrais, faire ça de manière intéressante. Donc si je faisais ça un jour, il faudrait que j'ai vraiment de très, très bonnes idées, qu'il faut que j'y réfléchisse. Parce que là, si je faisais quelque chose, ça serait un spin-off sur ce personnage-là, qui est un personnage secondaire, hein, dans le roman. Mais, en le relisant, je me rends compte que c'est peut-être lui le vrai héros de l'histoire. Donc, j'aimerais bien peut-être faire ça un jour, parmi mes nombreux projets d'écriture, inachevés encore. Vous dites que vous l'avez écrit quand vous aviez 27 ans, donc il y a quasiment 20 ans qui s'est passé depuis son écriture. Euh, Vous avez eu des difficultés lors de sa rédaction, et si oui, lesquelles? Alors des difficultés, ce qu'on essaye de faire et on n'y arrive pas toujours, c'est que on veut que le lecteur ou la lectrice soit vraiment à fond dans l'histoire à chaque instant et que chaque page et limite chaque ligne soit intéressante à lire. Donc le plus dur, c'est que quand on écrit une histoire, il y a des passages, des épisodes dont on est très content, on a hyper envie de les écrire parce qu'on se dit: «Oh ce passage-là est fabuleux, même moi je pleure en l'écrivant», tout ça. Et puis il y a forcément des passages dans l'histoire qui sont moins fabuleux, qui sont des temps morts ou qui sont des connexions un peu mécaniques qu'on essaie de faire entre les grands épisodes importants de l'histoire. Et le plus dur, je pense, c'est d'essayer de faire en sorte que tout soit à peu près aussi intéressant à lire, avec des temps forts, bien sûr, qui seront peut-être plus réussis, mais il y a peut-être eu des passages un peu plus creux dans l'intrigue où j'ai peut-être pas suffisamment réussi à bien faire ce que j'aurais voulu faire, c'est-à-dire à essayer de rendre tout à peu près intéressant pour qu'on ne s'ennuie pas du tout pendant le récit. Et alors du coup, pour trouver un éditeur, c'était difficile ou pas aussi? Trouver un éditeur, quand j'ai commencé à écrire, c'était difficile, maintenant ça l'est beaucoup moins, parce que j'ai tenté de trouver un éditeur pour mes romans avant d'avoir écrit à Gravel pour la première fois vers 2007-2008. Et à l'époque, internet n'était pas encore aussi développé que maintenant et la plupart des éditeurs voulaient des manuscrits papier. Or, c'est très ruineux parce qu'on doit les faire imprimer et relier à ses frais. On doit les envoyer sur papier à des éditeurs qui très souvent ne nous les renvoient pas, les jettent au pilon en les ayant peut-être même pas lus. Enfin, j'ai eu une mauvaise expérience à l'époque, ce qui fait que pendant un certain nombre d'années, j'ai arrêté. J'ai écrit pour moi et j'ai plus proposé mes manuscrits des éditeurs. À Gravel, je l'ai écrit pour moi, il est resté des années dans mes tiroirs. Et puis un jour, une de mes étudiantes, puisque je suis professeur d'anglais dans le civil, m'a parlé du site Wattpad, sur lequel beaucoup de jeunes écrivains en herbe postent leurs histoires qui ne sont pas publiées ailleurs et qui sont lisibles gratuitement. Et donc elle m'a dit: «Mettez vos textes sur Wattpad». J'y suis allé et sur Wattpad, il y a beaucoup de concours qui sont organisés pour les auteurs amateurs, hein, qui tentent de s'y développer. Et une de mes lectrices qui avait adoré à Gravel m'a dit: «Il faut présenter ça à un concours». Là justement, je connais un concours. Le premier prix est un contrat d'édition chez Inceptio Éditions, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. C'était une toute nouvelle maison d'édition et j'avais jamais entendu parler d'eux. J'aime pas les concours, c'est quelque chose que j'aime pas par principe, donc je voulais pas participer, mais je l'ai fait pour lui faire plaisir. Et puis par un heureux hasard, j'ai gagné ce concours et à Gravel a été amené sur le bureau d'Inceptio Éditions, qui l'a publié. Donc c'est comme ça que j'ai été publié un peu par accident. Depuis, les choses se sont améliorées parce que maintenant que les éditeurs en effet acceptent les manuscrits par email, on peut beaucoup plus facilement les joindre et ça va beaucoup mieux. Ce qui fait que là, j'ai 3 romans différents qui sortent en 2022, si tout se passe bien, en mars, avril et puis en été, chez 3 éditeurs différents qui maintenant ont accepté mes manuscrits en les recevant par email. C'était une bonne porte, quoi, Oui, oui, c'était une porte complètement inattendue parce que bon, je connaissais pas Wattpad, je connaissais pas Inceptio et j'aimais pas les concours. Et en dépit de tout ça, bon, on m'a amené quand même à y aller. C'est grâce à cette étudiante, hein, que je remercie aujourd'hui et puis à une lectrice aussi sur Wattpad qui m'a poussé à présenter le livre au concours que maintenant, ben, ce livre-là est sorti et que d'autres livres vont pouvoir sortir par la suite. Oui. Alors, la dernière question, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes professeur d'anglais en Seine-Saint-Denis. Pourquoi ne pas avoir tenté d'éditer votre roman en anglais pour plus de visibilité finalement?
Ah bah, c'est une très bonne question. En plus, je pense que les Anglo-Saxons, ont un goût pour le fantastique, littéraire que n'ont pas forcément les Français. En France, il y a un assez fort clivage dans l'esprit de beaucoup de lecteurs et même de libraires quelquefois entre ce qu'on appelle grande littérature ou vraie littérature et puis le fantastique imaginaire qui est considéré comme une littérature pour jeunes, pour ados. Et chez les Anglo-Saxons, cette, frontière est beaucoup plus poreuse en fait. Donc, ça aurait peut-être mieux marché en anglais. Après je l'ai écrit en français parce que ça m'était naturel et le traduire en anglais, demanderait un travail considérable. Donc je ne sais pas si j'en serais capable. J'aimerais bien tenter le challenge, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Merci beaucoup, Maxime Herbeau, d'avoir été avec nous sur Sensation. Nous rappelons que vous êtes l'auteur d'Agravel ou L'Envers du Temps aux éditions Inceptio, disponibles sur Amazon notamment. Merci aux équipes techniques de l'ISCP à Paris, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.